Trêve de bavardage, mettons les pieds dans le plat. Quelque chose que manifestement les femmes connaissent bien. Je ne suis qu'à 2%, calmez-vous. Pour vous démontrer que la place de la femme est à la cuisine, je ne parlerai pas d'arguments religieux, encore moins d'arguments fondés sur les appétences naturelles, non. Parce que moi, le premier, j'ai failli me faire avoir. Moi, le premier, je pensais sincèrement que toutes les femmes savaient cuisiner. Parce que j'ai vu ma mère cuisiner, j'ai vu mes tantes cuisiner, j'ai vu ma petite sœur cuisiner. Je pensais donc que la cuisine était un talent inné pour la gente féminine. Et je suis arrivé en France. Et j'ai découvert, en laissant une demoiselle me faire du thé, que l'eau pouvait s'évaporer d'une casserole. J'ai également découvert qu'il y a certaines femmes, lorsqu'elles vous font des œufs brouillés, en fait, le projet initial, c'était d'abord des omelettes. Donc, lorsqu'on me dit que la place de la femme, c'est dans la cuisine, de quelle femme parle-t-on? Mais, si l'on prend suffisamment de recul, l'on doit constater que femme et cuisine vont de pair. Bon, attendez un peu avant de me lancer des pierres. Mais voyez par vous-même, la femme a un lien tellement fort, tellement intense avec la cuisine, qu'elle a réussi à intégrer dans son quotidien des ingrédients de cuisine, sur l'aspect cosmétique, sur l'aspect capillaire. Les femmes aujourd'hui prennent 5 fruits et légumes par jour, et pas par voie buccale, par voie capillaire. Non mais, à quel moment tu mets dans tes cheveux de l'avocat, du jus de carotte, des bananes, du kiwi et des oignons grillés? Vous voyez donc que même lorsqu'une femme n'est pas dans la cuisine, elle est à la cuisine. Car en suivant leur logique, pour qu'il n'y ait plus de conflit, en ne prenant que la surface togolaise, il faudrait créer des universités uniquement pour les Losso, des écoles exclusivement pour les Kabyais, en bref, des infrastructures distinctes pour les 42 ethnies au Togo. Oh! Dames et messieurs, la diversité nous enrichit. Les artistes et chanteurs l'ont compris. Regardez la manière dont ils combinent leurs différences à travers les featuring. Oui, je vous parle de ce son, de ce feat qui a réuni différences et qui nous a fait jouir de plaisir. Celui de Toufan, des Togolais et de Pato Ranking, un Nigérian. Est-ce que tu veux Niébra? Faut pas l'approcher. Ben oui, dames et messieurs, grâce à nos différences, nous jouissons en abondance. Je vous remercie. Tu es rentré pourquoi d'autre? Pour l'art oratoire. Alors, comme je l'ai dit, principalement par rapport à ça, mais je me suis dit, ben, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups? Je suis venu aussi pour l'art oratoire parce que je me suis dit, bah, j'ai réussi quand même à développer, à passer un certain cap dans la prise de parole en public. Ça a commencé comment? La prise de parole en public. Bon, bah ici... Je pose la question, je le sais parce qu'on a commencé ensemble. Ouais, mais ici, déjà, vu que je faisais du droit, en fait, c'est très long. Bon, très simplement, université, exposé, j'aimais bien parler et surtout, j'aimais maîtriser le sujet et venir trouver maintenant des... J'aimais vraiment bien vendre le sujet que j'avais sur lequel je travaillais. Donc déjà, ça a commencé par là, j'ai vu que j'avais vraiment cette envie de la chose. Et en plus, quand tu es en droit et que tu regardes des séries d'avocats, Boston Legal, je me rappelle, avec Alan Shore, qui lorsqu'il arrive, mais il te sort un discours tellement impeccable que toi-même tu te dis, mais si je ne suis pas avocat, ma vie est foutue. Donc en fait j'avais donc ça, cet amour du verbe, cet amour de la parole belle. Et donc après UKO, quand je suis allé à l'ISDI, bon, c'est là que ça commence, que j'ai continué encore à les exposer. Et c'est là où le directeur général de l'ISDI m'a donc proposé d'intégrer l'équipe des joutes verbales francophones. Donc l'équipe dans laquelle on était, ouais. Je ne parle comme si tu n'étais pas là. Non, alors, en fait, c'était une sélection. Exactement, c'est une sélection. On était plusieurs. Exactement. Et on a passé les tests. Totalement. Moi-même, Formand m'a dit que c'est là, tant la sélection. Je suis venu, je préparais mon truc. Mais moi, je me rappelle de la plaidoirie que tu avais faite. Je me rappelle plus du sujet.
on ne se connaissait pas. Avant de se retrouver dans la salle le jour de la Saint-Valentin que je te voyais. Et voilà, tu passes devant avec tes feuilles, tu commences à déblatérer. Hein. Mais je me dis, mais c'est qui celui-là? Il se prend pour qui? Genre, je me dis, mais c'est quoi cette arrogance là? Je te dis. Et finalement, voilà, aujourd'hui. J'étais arrogant. Tu penses que j'étais arrogant? Non, c'est pas le. Non, c'est pas le. Je veux parler du discours. Du discours, ok. De la manière dont tu l'as transmis. Avec, il y avait beaucoup d'entrain, beaucoup d'arrogance, si tu vois. Ouais, je vois. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Ouais, je vois. Voilà. Après, je pense que Fidèle et Florent, nos encadreurs, l'ont également remarqué. Ils ont indiqué que tu étais assez monotone. Enfin, au début, à la fin, c'était vraiment le. Totalement. Il y a eu beaucoup de travail. Voilà, il y a beaucoup de travail à faire. Voilà, il fallait moduler. Totalement. Franchement, C'est ça. Et du coup, par la suite, on est sélectionné, on participe ensemble dans la même équipe au jeu de verbal francophone. Ouais. Avec on affronte plusieurs universités, l'UL, Université Lomé, UL. Ouais, exactement. Il y avait une université là qui gagnait tout le temps là. IAEC. Ah, mais il m'énervait. En vrai. Franchement, on ne va pas te mentir. C'est ça. Mais bon, franchement, c'était une très belle expérience. Et c'est là, en fait, c'est là que j'ai véritablement vu que parler, ça se travaille. Moi, je me rappelle, lorsqu'on devait faire ce genre de choses, je me réveillais à 4 heures. J'étais dans ma chambre ici. Quand je devais faire monter, je fais monter ça, après je me lève, juste quand je me lève, puis tu avances des arguments, etc. Et donc, au fur et à mesure, tu vois que tu peux t'améliorer ici, tu vois que tu connais tes forces, tu connais tes faiblesses, tu sais que le par cœur, c'est pas forcément ton truc. En fait, c'est là que j'ai véritablement vu que parler, ça se travaille. Parce que avant, quand tu n'es pas dans ce genre d'événement, je pense que tu ne te dis pas, tu te dis, tu y vas au talent. Alors que quand tu conscientises la prise de parole et que tu te dis que tu dois travailler ça pour avoir un discours fluide, limpide et surtout éloquent, en gros, qui se fait comprendre, qui a de la pertinence, tu travailles ça. Et quand j'ai eu le prix du meilleur orateur, je ne vais pas te mentir, pour moi, c'était très beau. Et surtout, ça m'a vraiment fait plaisir parce que... On a été demi-finaliste. Exactement, demi-finaliste. Et tu as eu le prix du meilleur orateur du concours, en tout cas de l'édition. C'était de l'édition 2018. C'était 2018. Ouais, exactement. 2018. Franchement, j'étais. Et donc, en fait, à partir de là, je pense, déjà même dès que j'ai commencé, je savais que c'est ce que je voulais faire. Je suis en droit, je sais que je vais être avocat, l'art oratoire, mais tu m'as tout donné et tout un peu. Et ensuite, tu participes à d'autres concours maintenant de plaidoirie, c'était plus des joutes verbales forcément. Ouais, c'est ça. Ici, des plaidoiries, c'est ça. Tu gagnes encore, tu m'as fait les premières. Franchement, quand tu commences, tu n'as plus envie de t'arrêter. C'est ça. Mais je te promets. Et tu arrives en France. Anecdote. Oui. Quand je suis arrivé en France, tu sais que quand je suis allé sur la fac du campus de Pessac, la toute première chose que j'ai demandé, c'est où les classes, c'est est-ce que vous avez bonjour. Je me rappelle, j'ai dit bonjour. Est-ce que vous avez une association d'éloquence? C'était la toute première chose que j'ai demandé à la fac. Je me rappelle encore, il y avait le BVE, ils étaient sous un truc, un peu. Et c'est ce que j'ai posé comme question. Ils m'ont montré l'ISIAS, la tribune. J'ai fait toutes les associations. Petite parenthèse, oui. Je t'invite vraiment je vais mettre le lien de la chaîne de Pierre-Damien Fougou en description, ou peut-être quelque part ici, pour que tu ailles regarder ces plaidoiries. Je rappelle que tu as fait une plaidoirie sur le sujet la place de la femme, c'est dans la cuisine. Ouais. Je ne t'en dis pas plus, va regarder. Franchement, tu vas adorer. Tu vas être convaincu. Voilà, donc je vais faire la parenthèse, donc continue. Ouais, donc voilà, j'ai 1000 fois plus appris des échecs que des réussites. C'est bon. Parce que quand je gagne un truc, je suis content, mais en fait je suis content, tu vois un peu, et donc c'est bon. Mais quand je perds un truc, tu me vois enchaîner 4 autres trucs après, parce que je me dis c'est pas possible. Je me rassois, je reprends le discours, je reprends je revois. En fait, quand tu perds, tu retravailles. En tout cas, moi, j'étais dans cette optique-là. Parce que je me disais impérativement, il faut qu'en oratoire, je sois excellent. Donc, quand je perdais quelque chose, je retravaillais automatiquement derrière. C'est ça. Et ensuite, tu as enchaîné quelques défaites quand même. Bien sûr. Avant de repartir à nouveau sur totalement. Et je pense c'est ça. Je pense qu'en oratoire, les échecs, on va les... Tant que ce sont des... Il y en a toujours. Un peu comme dans la vie de toute façon. J'en parle comme si j'étais la seule personne qui échouait, mais un peu comme dans la vie, tu vois un peu. Et maintenant, voilà, de par cette expérience, aujourd'hui, tu donnes des cours en oratoire. Oui, bien sûr. Et là, c'est comme je le disais, c'est vraiment au fur et à mesure. Donc, quand tu fais beaucoup de concours, à un moment donné, quand surtout tu réussis à montrer, c'est aussi une affaire de preuve.
te prouver à toi, mais aussi aux autres. Parce que les personnes qui vont venir prendre des cours avec toi, ou du moins qui vont venir pour que tu leur donnes des conseils, il faut que ces personnes se disent, ah, cette personne, elle est bien. C'est comme dans tout. Hein. Si tu vas chez un tailleur aujourd'hui, c'est parce que ce tailleur, pardon, parce que peut-être tu as vu que ce tailleur a fait quelque chose quelque part. Tu vois un peu. Donc, ça te donne une certaine crédibilité. Donc, vu que je vais donner des cours à l'Université de Bordeaux, à animer des ateliers d'abord avec la Tréville Montesquieu, l'association, donc à donner des cours également dans des UE, dans des unités d'enseignement, des cours notés, et aussi à avoir en charge. Avant les cours d'oratoire que tu donnes, tu donnais déjà des cours. Dans certaines matières, si je comprends bien. Ça c'est particulier parce que j'ai commencé par à l'université, c'est ça? Oui, à l'université. J'ai été chargé d'enseignement à partir de l'année dernière. C'est ça. Mais avant, j'animais des cours particuliers. J'étais tuteur également d'étudiants à l'université. Mais c'était de manière, voilà. Donc j'étais tuteur à l'université même, donc en contrat avec la fac où il y avait des étudiants qui venaient, qui me soumettaient leurs cas, etc. Et donc je les aidais, on va dire, à mieux comprendre le cas. Je les aidais à travailler tout un peu comme des cours de répétition ici, des cours particuliers. Donc il y avait ça. Il y avait les cours particuliers à côté où j'avais des cours particuliers individuels et collectifs. Et après ça, maintenant, il y avait donc chargé TD, donc chargé d'enseignement, chargé TD. Et chargé, c'est à partir de l'année dernière que j'ai commencé, donc le semestre droit bancaire, master 1, voilà, distribution master 1. Et après, j'ai également été chargé d'enseignement. J'ai été professeur dans le cadre du projet dont je t'ai parlé là. Oui. Du projet à Madagascar. Exactement. Les cours que tu donnes à Madagascar. Exactement, tu vois. On va dire, j'accompagne les entreprises à travers des pitchs, à travers une meilleure manière de se vendre. À travers également, si par exemple les entreprises doivent, il y a par exemple des demandes de subventions que les entreprises font et je les aide par exemple à préparer ça. À préparer comment, le discours qu'elles doivent avoir. Exactement, le discours, la posture, etc. Et les entrepreneurs également, parce que beaucoup d'entrepreneurs sont excellents sur le fond. Maintenant, après, sur la manière de se vendre, c'est aussi autre chose. Parfois, c'est totalement autre chose. Tu vas voir des gens qui sont excellents sur... C'est une compétence mais totalement différente. Hein. Surtout, il y a un formateur en oratoire que j'aime beaucoup qui s'appelle Vince Gang. Bon, c'est Vince, quelque chose comme ça, sur Instagram. Et il le montre, mais très clairement. Quel que soit le niveau que tu as, quand tu n'arrives pas à parler de ce que tu es en train de faire, quand tu n'arrives pas à vendre la chose, en fait, ta technicité, elle tombe à l'eau. Parce que l'humain, il est d'abord motivé par la connexion que tu vas avoir à mettre. Tu vois un peu? Donc, ça veut dire que si moi, je veux vendre un produit, il faut que lorsque je vais vouloir parler de ce produit-là, il faut que je puisse te le vendre. Il faut que je puisse te dire qu'en fait... Que tu puisses me vendre un produit mais totalement. Qui peut-être n'a pas forcément les caractéristiques. Totalement, tu vois. Tu peux me vendre un mauvais produit. Juste parce que tu me l'as bien vendu. Parce que on va dire, mais je suis pas dans on va vendre le mauvais produit. Oui, mais oui, totalement. Pas si je veux te vendre ce coussin. Il faut quand même que je réussisse à te montrer que ce coussin, bien évidemment, tu peux t'en servir, on va dire, pour te coucher, mais c'est pas juste un coussin. C'est une histoire derrière. C'est l'histoire peut-être de 5-6 personnes qui ont commencé par se demander qu'est-ce qu'elles pouvaient faire de leur vie et qui se sont dit à un moment donné que les gens ont envie de coussins soyeux, de coussins qui sont surtout mous, moelleux, pour pouvoir dormir parce que aujourd'hui sur le marché, on a des coussins qui sont extrêmement durs. Donc je te vois une histoire comme ça et je te dis que ça, c'est pas juste du coussin, c'est d'abord un tapissier qui a eu... c'est un tapissier qui a eu... Tu m'étonneras toujours là. C'est pas du tout prévu, il improvise comme ça. Très simplement, en gros, l'histoire, je pense qu'on peut tous raconter une histoire. Et par rapport à ça, je pense qu'on gagnerait beaucoup plus, tout un chacun, beaucoup plus à connaître notre histoire, à faire un avec notre histoire et surtout à essayer de trouver des techniques pour pouvoir mieux la raconter. Parce qu'à un moment donné, quand tu ne racontes pas ta propre histoire, en plus c'est sur d'autres thématiques, mais quand tu ne racontes pas ta propre histoire, quelqu'un va la raconter pour toi. Donc moi je pense que si tu réussis, et l'entreprise, que ce soit un entrepreneur, que ce soit une entreprise, que ce soit des salariés, etc., tu as une histoire à raconter, maintenant tout dépend de la manière dont tu vas la raconter et surtout de comment est-ce que tu connais suffisamment ton public pour savoir quels sont les éléments que tu peux utiliser. Tu vois, on peut pouvoir raconter ton histoire pour que ça puisse vendre, très simplement, pour que ça puisse vendre. Donc voilà, donc je fais dans ça, j'appelle ça de la dynamisation d'entreprise, tu vois un peu. Donc j'accompagne les entrepreneurs, j'écoute concrètement ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi ils le font et par rapport à ça maintenant, je leur fais un truc sur mesure. Tu vois. Donc, le stand-up. Encore la parole. Mais la parole, c'est pour ça que la parole est d'or. Le stand-up parce que, comme je le disais dans l'art oratoire, je pense que le stand-up, tu as commencé en France. Oui. Parce que jusqu'en 2018, moi, je n'aurais jamais pensé. Et je pense que toi non plus, que tu partiras dans le stand-up. Comment ça a commencé? Ça a commencé par, j'ai vu, je suis allé, je me suis dit, on y va. On fait de l'audace. Franchement, je me suis pas dit que, je te promets,
je ne suis pas la personne la plus drôle de mon entourage. Alors là, je le sais. Mais quand je fais une scène de stand-up, je peux être extrêmement drôle. Non, pas que je suis. Bien sûr, il y a des bides. Ça arrive. Mais aujourd'hui, en tout cas, et je vais faire sortir des vidéos par rapport à ça, je sais quand même que je connais mon registre maintenant. Maintenant, j'ai appris à me connaître par rapport à ça. Et donc, je sais les choses que je peux dire et que je peux rendre drôle. En fait, la drôlerie, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. La drôlerie. C'est bon, en gros. Ça existe Je pense, hein, je sais que je le dis généralement, mais je pense que ça existe totalement. Je pense, si ça n'existe pas, dites-le moi. Je ne le dise plus prochainement. Mais voilà, mais en fait, cet aspect de rendre des choses drôles, moi, ça m'a toujours intéressé parce que dans l'art oratoire, c'est ce que je fais généralement. Pour moi... peut-être que finalement, c'est devenu une évidence, puisque avant même de te lancer dans le stand-up, au travers de tes plaidoiries, des discours que tu tenais pendant les concours d'art oratoire, il y avait beaucoup de touches d'humour. Totalement. Okay. Parce que pour moi, je me dis quoi dans une prise de parole? Si je viens, je ne te connais pas. Je vais te dire quoi? Je ne te connais pas. On ne se connaît pas. C'est ça. Donc, quelle connexion pourquoi je vais t'informer de des enjeux politiques mondiaux? Pourquoi faire? Tu dois courir derrière ton SMIC. Tu as tes problèmes. Donc, pour moi, je viens, je me dis, OK, on essaie d'établir la connexion. On parle de certaines choses. Je te parle de choses. Je te fais rire un peu. Et je te fais rire même sur des choses. Et même, quand je dis je te fais rire, ça passe de tout, hein, de l'autodérision. Et principalement par ça, pour que tu te rendes compte que je ne suis pas en train d'essayer de me mettre au-dessus de toi. L'autodérision, je fais des petits tacles sur moi, tu vois un peu. Il y a un truc que je fais souvent quand je parle de mon rapport à la gente féminine, où en gros, voilà, je vais les mettre dans les vidéos, je ne vais pas spoiler. Tu vois, en gros, que ce soit sur ça, que ce soit sur plein d'aspects, mais tout simplement parce que aussi, à un moment donné, je sais que le sérieux à 100%, dans certaines situations, ce n'est pas ça qui marche. Si moi, comme je le dis, ça dépend du public. Le public généralement auprès duquel je preste, c'est un public qui sont de jeunes. Donc, pour mieux avoir les jeunes, faut leur donner envie d'être là, quoi. Faut faire de telle sorte que quand tu vas parler pendant ces 5 ou 10 minutes, même 15 minutes, il n'ait pas envie de sortir son téléphone. Donc, pour ça, donne-lui un show, un spectacle. Vends-lui du rêve. Mais intéresse-toi suffisamment à lui. Fais qu'il sourit véritablement en son fort intérieur. Et donc, pour moi, ça passe par ça. Et donc, juste après ça, je te montre également qu'on est là pour partager de véritables choses. Et même dans l'humour, dans les figures que je vais avoir à utiliser pour te faire rire, je vais me dire, mais ce sont des réalités. C'est un peu comme, tu te rappelles quand on parlait de un jour de la francophone. Je me rappelle encore, je pense que c'est une de mes meilleures blagues. On parlait de la division. On disait qu'il y a les réseaux sociaux, non pas les réseaux sociaux. On va parler de la division. Il y avait le thème. Oui. Mais en gros, très bon, ma blague, c'était quoi? C'était que, voilà, l'opposition, exactement. L'opposition voulait instaurer, je pense, des institutions différentes par rapport à à la religion, etc. C'est ça. Et donc, je leur disais... Voilà, des institutions différentes, c'est-à-dire... Par rapport aux ethnies. Par rapport aux ethnies. Exactement. C'est-à-dire, voilà, une ethnie, enfin, cette ethnie, voici leur hôpitaux, leur centre de je pense que c'était pas concret. Et cette ethnie, voici également leur hôpitaux. C'est ça. Je pense que c'était pas concrètement ça, mais on a quand même volontairement diabolisé leur position pour que ça passe mieux. C'était le jeu. Et donc, dans ça, je disais très simplement que si tu vas... ils veulent instaurer peut-être une division dans le pays. Mais tu as peur du Médira, donc tu as peur de cette personne parce qu'elle a une religion différente de toi. Alors que si tu vas au marché de Tochi, que le Médira, la pire chose qu'il puisse te faire, c'est te vendre un maillot de Cristiano Ronaldo avec le numéro 10 de Messi derrière. Car en suivant leur logique, pour qu'il n'y ait plus de conflit, en ne prenant que la surface togolaise, il faudrait créer des universités uniquement pour les Losso, des écoles exclusivement pour les Kabiais. En bref, des infrastructures distinctes pour les 42 ethnies au Togo. Oh! Mesdames et messieurs, la diversité nous enrichit. Les artistes chanteurs l'ont compris. Regardez la manière dont ils combinent leurs différences à travers les featuring. Oui, je vous parle de ce son, de ce feat qui a réuni différences et qui nous a fait jouir de plaisir. Celui de Toufan, des Togolais et de Pato Ranking, un Nigérian. Est-ce que tu veux Niebra? Faut pas l'approcher. Bah oui, dames et messieurs, grâce à nos différences, nous jouissons en abondance. Je vous remercie. Tu vois un peu? Donc, en fait, tu vois comment ça a pris. En fait, ça par exemple, c'est aussi parce que le public là-bas est un public beaucoup plus adapté et on aime le football, tu vois un peu. Donc, en gros, mais à travers ça, quand même, je montre que tu n'as pas à avoir peur le temps prochain.
Tu vois, et en gros, généralement, dans mes prises de parole, c'est un peu ce que je dis. Dans la place de la femme, c'est la cuisine, par exemple, ça, c'est véritablement une structure très précise par rapport sur toi, l'inverse, en fait. Ou même, en fait, parce que je ne me suis pas dit que je vais dire que la place de la femme, c'est pas la cuisine. C'est pas mon propos. C'est juste dire que sa place, c'est où elle veut. Mais si on la met à la cuisine, bon, je ne vais pas aller sur ça parce que ça, franchement, quand vous m'entendez parler comme ça, vous pouvez vous dire que je suis sexiste, misogyne. Mais je préfère aller regarder la vidéo, c'est mieux. Parce que sinon, ouais. Mais voilà, tu vois un peu. Mais moi, je pense qu'on peut vraiment dire de beaux messages. Il faut voir comment est-ce que le public va être réceptif, tu vois un peu. Parce que si je parle à des professeurs, l'humour que je vais utiliser pour les professeurs, déjà, ce n'est pas garanti. Et ça dépend. Mais en fait, ça dépend. Ça dépend. Parce que l'humour que je vais utiliser pour des professeurs va être totalement différent. Quand je fais des conférences, par exemple, j'avais à faire une conférence à l'Université catholique de Lille, l'humour que je vais utiliser, c'était de l'humour un peu plus intellectualisé. Tu vois, où je parlais de la manière dont... en fait, il faut adapter son propos, ses figures de style à l'auditoire, aux personnes qui vont t'écouter. C'est aussi comme ça que tu leur montres que tu les respectes. Donc, on parlait du stand-up. Du stand-up, ouais. Ouais, mais voilà, le stand-up, franchement, ça a commencé parce que je me suis dit, let's go. Hein. Je me suis dit, écoute, tu as quoi à perdre? Déjà, tu as déjà eu à faire parfois quelques bides en art oratoire. Donc, bah, tu y vas. Et puis, je ne me suis pas concentré sur les bides, en fait. Je me suis concentré sur j'ai envie de raconter. Qu'est-ce que tu veux dire par bide? Un bide, c'est tu te lances une blague, c'est ça, personne ne rigole. Voilà, écoute, tu te prends un vent. Mais je te dis, est-ce que c'est une tempête? Non, parce que tu te prends un vent quand toi et moi on parle et je te pose une question et tu ne me réponds pas, tu passes à une autre question. Ça, c'est un vent. Mais quand devant, je dis même 50 personnes, tu lances ta main. Parce que dis-toi quand même que quand tu fais une blague, il n'y a pas une blague qui est moins bien que l'autre. C'est-à-dire, toi, dans ta chambre, quand tu t'es assis pour dire que tu rédiges, c'est que tu imagines le public en standing ovation. Il n'y a pas une blague que j'ai écrite et je me suis dit, ça c'est moyen. Non, toutes les blagues. Tu es convaincu, tu te dis, mais toi, tu es le prochain Gad Elmaleh. Tu es le prochain. Tu te dis, tu es drôle. Imagine, tu prends cette blague, tu vas la présenter au public comme ça. Et ils disent, je ne veux pas. Ils ne rigolent pas. En fait, ça te met dans un état. J'en ai la chair de poule quand j'en parle. En fait, ça te met dans un état. Tu te remets en question. Tu te dis, mais pourquoi tu as pris le micro? Va dormir, c'est mieux. Va travailler sur la monnaie électronique quelque part. Tu deviens avocat, tu vois un peu. Mais au fur et à mesure, j'ai vu que c'était un exercice. C'est un exercice que j'aime beaucoup parce que ça te permet, en plus de découvrir une autre facette de la prise de parole. Parce que dans le stand-up, c'est en fait là où tu te dépouilles de tout sentiment de supériorité. Mais vraiment. C'est-à-dire, tu parles aux gens avec ton cœur et tu touches leur cœur. Si tu les fais rire, c'est qu'ils rigolent vraiment. Il n'y a pas... Dans le stand-up, hein, en vrai, un peu... En fait, autant en art oratoire, des gens peuvent rire tu vois, un peu en disant tu fais une blague. Parce que dans l'art oratoire, c'est plus facile. Parce que les gens ne sont pas là pour rire, a priori. Donc, ils sont là pour écouter. Les sujets même sont généralement très sérieux, très philosophiques. Bien sûr. Donc, quand tu mets une dose d'humour, tout le monde prend. C'est ça. C'est plus facile. Donc. C'est ça. Alors en stand-up, les gens sont venus pour rire. Ils sont là pour rire. Donc, ils s'attendent à un high level. Quelqu'un te dit son samedi soir qui est important pour lui. Il a fait 35 ans au boulot. Pour ça. Parfois, il paye. Il faut venir tu vois un peu. te voir. Et tu es là pour lui faire une blague minable. Non, tonton, il ne va pas rigoler. Hein? Non, il ne va pas déployer sa glotte pour toi. Alors, pour finir, donc, thèse sur la monnaie électronique avec toutes les déclinaisons qu'on a pu aborder. Ensuite, passion dans l'art oratoire et dans le stand-up. Je suppose que c'est également une passion pour toi. Oui. Tout ça pour finir. Quoi? Enfin, pour finir quoi? Oui. Qu'est-ce que je veux être Qu'est-ce que tu veux être après? C'est quoi l'objectif? Déjà, est-ce que c'est déjà clair pour toi? Je pense que personnellement, je sais que tout ce que je suis en train de faire, je ne me vois pas du tout arrêter ça. Ok. Je sais que je veux être avocat, ça a toujours été mon but. Surtout, tu veux devenir avocat? Ça, c'est même pas une question. Ok. En fait, c'est pour ça que je fais le droit, c'est pour ça que j'aime le droit. Vous avez dû le deviner depuis le début. En fait, c'est pour ça que j'aime le droit, parce que je sais qu'il y a des choses. En fait, en tant qu'avocat, tu as cette possibilité de défendre des personnes qui en ont besoin. Et parfois, on ne s'en rend pas compte, parce que le monde est beau. En fait, quand tu es dans certaines situations, tu te dis, il n'y a pas de problème. Mais quand tu assistes à des... Franchement, quand je suis arrivé, il y a eu des choses, en fait, auxquelles j'ai eu à assister. Et je me dis, parfois, c'est parce que la personne... En fait, on se dit que la personne est inférieure. En gros, des gens vont oser se comporter envers quelqu'un d'une manière, mais juste parce que cette personne-là, en fait, est inférieure, tu vois. Et en fait, c'est dur pour beaucoup de personnes, tu vois, un peu. Et voilà, donc moi, je sais que j'ai vraiment envie d'être avocat.
Ça a toujours été mon but. Bon, depuis en tout cas que j'ai commencé les études de droit, parce que je ne me vois pas être magistrat. Pour moi, mon père est magistrat déjà, c'est bon, il a fait sa part. Franchement, je le remercie beaucoup. Mais moi, je ne me vois pas être magistrat, moi, je me vois remettre avocat. Donc, il a la robe d'avocat. Donc, c'est vraiment comme ça que je vois la chose. Mais après, maintenant, sur tout ce qui est à côté, pour moi, je vois ça comme des acquis. Le fait de me dire aujourd'hui que je peux aller parler devant un public de autant de personnes que vous voulez, sans avoir peur. Bien sûr, je vais avoir cette peur-là, mais en me disant que j'ai déjà eu à faire ça. J'ai déjà eu à parler devant 500, devant 1000 personnes. Je peux encore. En plus, hein, parce qu'à Lyon, pour les 16 ans, c'était presque 2000. Ouais, je sais que la salle, c'est 3 millions. En gros, mais ouais, un truc comme ça. En fait, c'est quelque chose qui me permet de travailler. Voilà, petite question. Est-ce qu'il y a une différence entre prester devant une salle de 3000 personnes et une salle de 7000 personnes? Je pense que la différence dépend de ce que toi. C'est uniquement à toi de mettre la différence ou pas. Parce que tu as plus de pression. Non, c'est pas la pression, je vais plutôt dire le trac. Je pense que avant une prise de parole en public, on a toujours le trac. Bien sûr. Maintenant, il faut arriver dans les premières secondes, dans les premières minutes à surmonter ce trac et être à l'aise pour la suite. Ouais. Est-ce que on a plus le trac devant 7000 personnes que devant 4000 personnes? Alors, je ne saurais plus te le dire maintenant par rapport à moi concrètement, parce que vu que j'ai eu à faire plusieurs scènes, ça fait qu'aujourd'hui, devant 3000 personnes, devant 7000 personnes, devant 500 personnes, c'est pareil. C'est presque pareil. Presque pareil. Maintenant, bien évidemment, le monde est beaucoup plus... Quand le monde est beaucoup plus important, quand le nombre est beaucoup plus important, quand tu arrives, ça peut te choquer. Tu vois, ça peut véritablement te choquer si tu n'es pas habitué à cette configuration. Parce que tu arrives, tu vois des gens de partout. Tu dis, mais ça peut te choquer, mais au même moment, ça veut dire que ce que tu vas avoir à dire aura une ampleur à la hauteur de ces personnes-là. Si tu fais une blague qui est drôle, ce sont 7000 personnes qui vont rigoler avec toi. Ouais. Si tu donnes un propos qui est percutant, tu vas sentir dans les yeux, tu ne vas pas tous les voir individuellement, mais tu vas sentir dans l'atmosphère qu'ils sont d'accord avec toi. S'ils sont contrariés, tu vas également sentir qu'ils sont contrariés avec toi. Donc, c'est-à-dire que par rapport à ça, l'échelle qu'il y a, c'est par rapport à ça, tu vois. Mais je pense que si tu accordes suffisamment d'importance à ton texte ou à ta prestation pour être assez large, que ce soit devant 10 personnes, devant 15 personnes ou devant 700 ou 7000 personnes, tu te dis que ce qui compte, c'est que toi, ta prestation soit impeccable. Donc, ce stress-là vient sur le caractère impeccable de ta prestation. Tu ne veux pas perdre tes moyens. Donc, tu déploies autant d'efforts devant 10 personnes ou devant 7000 personnes. Ok. Tu vois. Ok. Oh, très très intéressant. Voilà, on se connaît, on est amis, mais j'ai découvert encore plus de choses à travers de cet échange. Ça fait plaisir. Voilà. Donc on va s'arrêter là. Ça a été très long. Je pense qu'on va la décliner en plusieurs vidéos. Voilà. Donc voilà, je n'ai pas de mots pour conclure. Peut-être que toi, mais on va 3 phrases. Non. Parlez. En fait, parlez. Tant que vous pouvez, j'ai envie de vous dire, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mais voilà, très simplement, parlez. C'est la prise de parole en public, il faut véritablement à un moment donné que vous puissiez vous dire, et surtout aujourd'hui, avec tout ce qui est ChatGPT, etc. Je prends un exemple très simple, parlons-en, même pas 2 minutes. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire un discours mieux que ChatGPT. En fait, il ne faut pas blaguer. En fait, j'ai essayé. Parce que ChatGPT ne parle pas. Non, c'est ça. En fait, vous ne pouvez pas écrire un discours mieux. Parce que ChatGPT... Même si ChatGPT t'écrit un discours, il faut le transmettre à l'oral. Il y a ça déjà. ChatGPT ne peut pas le faire à la place d'un être humain. Totalement. Quand je dis que vous ne pouvez pas faire mieux, je nuance. C'est que les références de ChatGPT et les éléments sur lesquels ChatGPT a été entraîné, donc je vous parle du discours de Barack Obama, le discours de Thomas Sankara, sur tous les discours qui étaient donc avant 2021, en tout cas jusqu'à la version récente. Ça fait qu'en termes de référence, de structure, de figure de style, c'est très difficile, voire quasi impossible de faire mieux que ChatGPT. Maintenant, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle, puisqu'on parle de ça, ça va nous battre en art oratoire ou en prise de parole. Non, ça veut juste dire qu'il faut réussir à mieux maîtriser son histoire propre. Il faut réussir à mieux maîtriser son point de vue également, à pouvoir mieux le défendre. Parce que si vous ne le faites pas, on va juste sortir un mot et dire que vous n'avez pas raison. Maintenant, si vous ne réussissez pas à maîtriser la manière dont votre point de vue, très simplement, à aiguiser votre esprit critique et aussi à accepter votre histoire, à accepter, comme je le disais, votre vision, votre point de vue, mais jamais votre parole ne pourra compter. Donc franchement, parlez. S'il y a une association d'éloquence à côté de vous, allez-y. N'hésitez pas à prendre C'est trop important de parler. Si vous ne le faites pas, les gens parleront à votre place et pour dire des choses sur lesquelles vous n'êtes pas du tout d'accord.
Et n'hésitez pas à aller dans la barre de description pour pour cliquer sur le lien de la chaîne vidéo, de la chaîne YouTube de Pierre-Damien Fogou pour aller découvrir les merveilleuses vidéos de quelques plaidoiries. Ah, merveilleuse, tu m'honores. Je pense que merveilleuse même c'est trop petit. Oh, non, arrête ça. Bon allez, à bientôt. Ciao. Ciao.